Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, l'objectif pour moi cet après-midi, ce matin, je ne sais pas si on dit le matin ou l'après-midi, c'est un petit peu de vous donner 2 cas concrets de réalisations qu'on a faites qui sont vraiment liées à ce Covid. Alors déjà, juste rapidement, pour vous dire que la société Arcinet est développée et active depuis 2001. On est actif dans la transformation digitale sur 2 secteurs d'activité. Un premier qui est effectivement toute la partie web, création de sites web, plateforme de e-commerce, communication digitale. Puis une autre partie qui est sur du développement de logiciels qui sont notamment pour la transformation digitale des administrations ou des entreprises avec des outils standards du marché que nous développons. Donc là, je vais vous faire en fait 2 exemples, mais peut-être juste avant, vous expliquer ce qui s'est passé pour nous. Le 16 mars, comme tout le monde, donc l'annonce du Conseil fédéral, on a dû réagir et le 16 mars, on a produit une vidéo dans ce studio pour annoncer à nos clients qu'on allait faire un changement capital, qui était de fait de dire que tous les projets qui étaient Covid devenaient des projets prioritaires pour nous, que les autres projets pourraient être potentiellement redéplacés dans le temps selon les disponibilités, en sachant qu'on voulait vraiment aider nos clients à pouvoir repasser ce cap le plus facilement possible. Donc on a cette vidéo qui a été produite, qui a été diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur notre site web et par newsletter à nos clients dès le 16 mars en fin de journée. Donc là, ça s'est pas mal passé. Les clients ont été informés, ils ont été aussi rassurés parce qu'on leur a dit que nos équipes travailleraient depuis la maison, en partie en tout cas, mais que ça allait continuer de travailler de la même manière que quand les gens étaient au bureau, et puis qu'on allait pouvoir les soutenir dans cette période un petit peu compliquée. Et puis j'ai réfléchi à vous présenter finalement deux exemples, 2 cas d'études de cas en fait qui ont bien fonctionné pendant ce Covid. Alors le premier, c'est un client qui s'appelle Garden Centre Bronyman, et puis le deuxième, c'est un de ces produits qu'on développe qui s'appelle e-séance, qui est un outil de gestion notamment pour les communes dans lequel je vais revenir dans quelques minutes. Alors la première chose sur le premier projet, le Garden Centre Bronyman, c'est une entreprise familiale, ils ont 45 collaborateurs. C'est un Garden Centre qui se trouve sur 2 centres, un à Noville et un dans le canton de Fribourg. Ils ont plusieurs domaines d'activité. Ils ont surtout 15 000 mètres carrés de culture qu'ils produisent eux-mêmes. Et donc, ils ont différents secteurs, notamment de paysagisme et de décoration, évidemment, qui ont été complètement à l'arrêt. Ils ont des ateliers pour les enfants qui sont aussi été complètement à l'arrêt. Et puis, il faut savoir que chez nous, c'est un client qui est là depuis plus de 10 ans. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Et puis, ce 16 mars, il a dû être obligé de mettre tout le monde en RHT. Et puis, je vais commencer juste par une petite vidéo du client, parce que là, c'est le commercial qui parle, mais je préfère que le client puisse nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, puis qu'est-ce qu'on a fait pour lui, puis je vais vous le donner en exemple après avec des chiffres, ce qui s'est passé. Je m'appelle Nicolas Bronyman, je suis propriétaire du Garden Centre Bronyman SA. C'est une petite PME de 50 personnes qui regroupe 2 jardineries. Et comme vous le savez, le 16 mars de cette année, suite au coronavirus, on a dû fermer nos 2 jardineries avec effet immédiat. Ce qui a eu pour effet qu'on n'avait plus aucune entrée d'argent. L'ensemble de nos cultures, comme vous voyez là, était en train de pousser, on cultivait depuis un moment, et puis on n'avait plus de possibilité non plus d'écouler cette marchandise. Grâce à la collaboration qu'on a avec Arcinet depuis plusieurs années, directement on s'est orienté vers un e-shop, qu'on a réussi grâce à eux à mettre en place en 4 jours. Et puis on a après référencé les produits, on a travaillé jour et nuit dessus. Et grâce à ceci, on a pu quand même commencer à écouler après 5 jours de stop, on va dire, de la marchandise via un e-shop, via aussi des téléphones qu'on prenait. Et honnêtement, sans ça, ça aurait été très très compliqué. Aujourd'hui, on est vraiment très heureux d'avoir pu y arriver. La situation dans laquelle on a été nous a amené à nous dépasser. Et puis aujourd'hui, on peut dire que grâce à ça, on a pu survivre. Alors dans la suite, c'est clair qu'on va garder ce e-shop, on va continuer à l'améliorer, qui va être quelque chose de parallèle à notre entreprise qui sont les shops physiques. Et puis on est heureux d'avoir pu s'en sortir du mieux qu'on a pu. C'est pas encore gagné, mais c'est déjà un meilleur horizon qui se profile devant nous. Merci. Donc voilà, comme vous voyez, le client, en fait, effectivement, on a annoncé qu'on leur a donné un coup de main. On est hyper content de pouvoir aider ce client, comme de nombreux autres clients de chez nous. Et puis, je vais vous donner cet exemple de cette plateforme de e-commerce qu'on a lancée finalement en 4 jours, entre le moment où on a démarré le projet et au moment où on l'a lancé. Alors juste peut-être pour placer un peu le décor, ce client, en 2017, on avait commencé de faire un shop pour lui. Et puis, finalement, ce shop n'a jamais été lancé.
malgré qu'il était plus ou moins prêt, parce que envoyer des géraniums ou des marguerites par la poste, c'est pas forcément la chose la plus simple, parce que c'est des produits qui sont périssables, qui sont cassables, donc on a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de processus de traitement, il faut réfléchir à l'assortiment qu'on veut mettre en place, et puis finalement ça nécessite un certain nombre de ressources. Et ce projet n'était clairement pas du tout prioritaire pour le client, parce que ça marchait tout bien. Le 16 mars, évidemment, il a envoyé l'ensemble de son personnel en RHT. Et il faut savoir qu'entre le mois de mars et le mois de juin, ils font environ 70% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc pour eux, c'est vraiment un gros manque à gagner s'ils toute semaine où ils ne peuvent pas travailler. Du coup, le projet e-commerce devient quelque chose de prioritaire. Monsieur Brominiman m'appelle en me disant il faut qu'on se voit, enfin à distance, mais il faut qu'on discute, il faut qu'on active ce shop. Mais les problèmes étaient toujours là, c'est-à-dire qu'on a toujours des problèmes de logistique, comment livrer alors que les gens ne pouvaient plus venir en magasin, et puis finalement qu'on ne pouvait pas passer par la poste parce que finalement c'était compliqué. Donc on a brainstormé entre nos équipes et les leurs, et puis on a défini un nouveau processus et des nouvelles décisions qui étaient de définir qu'on n'enverrait que des produits par leurs propres soins, c'est-à-dire qu'il y avait un 50 km aux alentours de nos villes sur lesquels les produits étaient livrés, qu'il n'y aurait pas de livraison par la poste possible. Et puis l'autre chose, et c'est vraiment grâce à ça qu'on a réussi à faire marcher la plateforme, c'est-à-dire que les gens peuvent venir le chercher. Je vais l'expliquer dans 2 minutes comment, mais les gens peuvent venir chercher la marchandise. Il a fallu réfléchir aux moyens de paiement en ligne, il a fallu former des collaborateurs, donc il a dû faire revenir des gens qui étaient en RHT pour commencer de retravailler. Et puis donc nous, en 4 jours, on a fait ce déploiement et ce développement de ces choses un petit peu spécifiques liées à cette logistique un petit peu particulière d'un garden center. Alors c'est vrai que normalement un panier moyen dans un garden center, il n'est jamais très élevé et ça rendait encore l'exercice un petit peu plus complexe. Donc le 6 avril, on a lancé le shop parce qu'ils ont quand même dû remplir les contenus. Donc nous, on a mis 4 jours pour le faire, mais après, il fallait quand même que leurs équipes remplissent et garantissent les stocks, gérer les stocks, etc., etc. Le shop a été lancé sans publicité, et sans finalement de communication, si ce n'est qu'eux ont commencé un petit peu d'être actifs dans les réseaux sociaux alors qu'ils ne l'étaient pas vraiment. Et il faut savoir que les gens, ils avaient beaucoup de temps à disposition, ils étaient tous à la maison, il faisait magnifique, mois de mars, il faisait grand beau, avril aussi, et les gens avaient juste envie de pouvoir être dans leur jardin et pouvoir profiter de leur jardin. Et du coup, là on voit sur le graphique sur ma droite, en fait, le pic en fait, de trafic dès le début. Donc on a fait 225 000 pages vues entre avril et mai, ce qui est absolument incroyable pour un shop dont c'était le jour 1. Et vous voyez que le jour 1, c'est vraiment le pic absolu. Donc on a fait, on le verra dans une statistique après, mais 15% des ventes sur la première journée. Donc c'était vraiment assez impressionnant. En chiffres, alors évidemment, normalement, je ne communique pas de chiffre de clients, mais je me suis permis là d'appeler mon client, savoir si je pouvais communiquer un certain nombre. Il m'a dit qu'il n'y avait évidemment pas de problème. Donc il faut savoir qu'on a fait 1200 commandes sur ce shop, avec évidemment un chiffre d'affaires qui était je peux juste dire qu'il était à 6 chiffres. Donc c'est assez important quand même quand on commence de rien, et que 100% des clients ont payé par carte de crédit, alors qu'on sait que normalement les gens ne sont pas forcément fans, surtout quand on a des gens qui ont peut-être un public un peu plus âgé et qui ne sont pas forcément fans d'acheter par carte. Le panier moyen était très élevé puisqu'on avait un panier moyen qui était, si je le dis exactement, vous allez calculer le chiffre qu'il a fait, mais qui était en tout cas à 3 chiffres, donc c'était assez intéressant. Et on le voit sur la deuxième partie de la slide finalement, le nombre de commandes qui ont été faites la semaine 1, 2 et 3, je me suis limité à ces 3 semaines-là, mais finalement où on avait un pourcentage du chiffre d'affaires qui a été fait de presque 40% sur la première semaine et de 37% la deuxième semaine. Et ce qu'on voit qui est hyper intéressant, c'est que 77% des gens ont fait des retraits. Alors la logique qu'on a mis en place, c'était de dire que les gens pouvaient commander en ligne et ils pouvaient choisir en fait s'ils voulaient venir sur place 1 heure et un jour pour venir chercher la marchandise. Donc il y avait des disponibilités qui étaient calculées par rapport aux places. Il y avait, je crois, 40 places disponibles. Elles étaient toutes numérotées et on avait 40 places par bloc de 20 minutes. Donc la personne arrivait, ouvrait le coffre de sa voiture, prenait le contenu du caddie, refermait sa voiture et repartait. Donc il n'y avait strictement aucun contact avec qui que ce soit. C'était vraiment chercher la marchandise et repartir avec sa marchandise et ses soins. Et ça a vraiment été quelque chose qui a été génial. C'était fantastique pour le client, c'était fantastique pour nous parce qu'on n'était pas sûr de nous. Franchement, c'est la première fois qu'on faisait quelque chose où on n'utilise pas les moyens traditionnels d'expédition. Et ça a été super bien. Alors, quelques conséquences qui ont été générées par rapport à cette activation de ce shop. Le volume de vente qui a été généré n'était pas du tout prévu par le client ni par nous. Quand il nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de chiffre d'affaires ou de commandes, on était très en deçà de ce qui a été généré. Du coup, la première chose qu'il a dû faire,
c'est de nous demander d'augmenter les retraits, enfin les délais de livraison, parce qu'ils n'avaient pas assez de gens pour pouvoir, au niveau logistique, gérer toutes les commandes. La deuxième chose, c'est qu'il a dû faire revenir des gens qui étaient en RHT pour préparer les commandes, qui sont devenus tout d'un coup préparateurs de commandes, ce qui n'était pas vraiment leur job de base pour la première partie, mais effectivement, c'est quelque chose qui a bien marché. Voilà, ces 15% de commandes dont je parlais ces 2 premiers jours, c'était quelque chose qui était complètement fou. Le client m'a appelé, pour la petite anecdote, on l'a lancé à 17h, et à 22h, il m'a dit « Écoute, mon téléphone ne fait que de sonner, est-ce qu'on peut arrêter parce que là, je ne vais pas pouvoir dormir ?» Donc, il a éteint son téléphone, et il m'a dit « Le jour où on dépasse les 100 000 francs, je t'invite un petit week-end, parce que franchement, là, tu me donnes un bon coup de main, et puis on l'a fait en très peu de temps, en fait, ce chiffre. » Et du coup, le 4e point qui a fait que les gens commençaient d'en parler dans la région de Montreux, et donc la mise au point est venue tourner chez eux. Et évidemment, la visibilité de mise au point a augmenté encore finalement l'attractivité et la visibilité de ce magasin, de ce garden center. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où on est très fiers. Et finalement, si je dois retenir un petit peu le futur de ce qui va être fait pour ce client, c'est finalement qu'ils vont maintenant investir dans le digital, beaucoup plus que ce qu'ils le faisaient par le passé. Et la démarche qui était avant de dire, du moment qu'on fait de la publication en ligne, les gens viennent également au magasin, eux l'ont vraiment ressenti également. C'est-à-dire au moment où ils ont pu réouvrir, évidemment, il y a eu une diminution, on l'a vu dans la statistique, du nombre de commandes en ligne. Mais par contre, ça a été remplacé évidemment par les gens qui sont venus au magasin, qui ont dit « on vous a suivi, c'était génial, tout ce que vous avez fait pendant cette période du Covid ». Il y a évidemment cette notion de livraison 2.0. Je ne vais pas pouvoir trop avancer là-dessus parce que c'est des choses sur lesquelles on travaille avec eux, mais c'est un nouveau moyen de pouvoir livrer des produits, finalement un petit peu en ubérisant la livraison de produits. Ça sera prochainement annoncé. Il y a de la communication digitale évidemment qui a été très, très forte, et puis là ils ont commencé de faire effectivement de la publicité payante également sur les réseaux sociaux avec un catalogue de produits qui s'étoffe. Puis la chose complémentaire évidemment, c'est que la partie logistique, elle évolue un petit peu. Avant la logistique elle était, j'ai envie de dire, presque à vue, c'est-à-dire que finalement on voit, j'ai 5000 m² de géranium, je vois le nombre qui m'en reste par couleur et à peu près l'état, si je peux les vendre ou pas encore. Sur un site web, il faut que cette stock de logistique soit à jour, et donc on est sur quelque chose qui est très différent pour quelqu'un dont c'est pas le métier, le e-commerce. Voilà, donc ça c'était le premier exemple que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'était vraiment une success story d'un client qui s'est bien passé et sur lequel on va continuer de travailler ces prochains temps. Le deuxième produit sur lequel je vais parler, c'est un produit maison qui s'appelle e-séance. C'est un produit qu'on a développé pendant à peu près 2 ans avec 9 communes vaudoises. C'est un produit de gestion de séance qui permet aux municipaux ou caissés communaux dans le Jura de pouvoir finalement prendre connaissance des points en amont d'une séance, de pouvoir déjà statuer, de pouvoir prendre des positions, de pouvoir commenter, de manière à ce qu'ils soient préparés quand ils arrivent en séance. Pendant la séance, il y a des extraits de décision qui sont prêts, des tâches qui sont créées, et un procès verbal qui est généré. Finalement, c'est ce que fait l'outil de manière très condensée. Donc on l'a lancé en automne 2019 avec ces 9 premières communes, avec un intérêt certain d'un certain nombre de communes pour aller un petit peu plus loin. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un produit? Et on a commencé de faire finalement la démarche client, de présenter ce produit et d'aller voir des communes. On a, entre janvier et mars, fait beaucoup de présentations. On a eu 15 communes en production, 15 communes qui étaient en test dans le produit. Mais il faut savoir que dans le domaine des communes, c'est qu'on a des budgets qui sont annuels. Et si e-séance n'était pas dans le budget 2019, il n'y a pas de chance qu'ils soient installés en 2020. Donc on avait une trentaine de communes qui étaient intéressées pour signer pour 2021. De notre côté, on avait déjà commencé de travailler en disant on a fait une communauté d'utilisateurs qui permettait aux gens à distance de pouvoir discuter entre eux, échanger, proposer des idées, des améliorations de l'outil. On a créé une académie digitale qui permettait finalement de pouvoir proposer un support de cours informatique qui permettait justement de pouvoir déjà se former à distance. Ça, c'était tout avant Covid. Et puis, on a eu quand même pas mal de communes qui ont dit voilà, on est intéressé, on va le mettre au budget 2021. Puis d'un autre côté, on a eu plein de communes qui nous ont dit, vous savez, nous on a du papier, un stylo, on se rencontre tous les lundis soirs, ça marche très bien, pourquoi changer un processus qui marche? Donc cela, c'était clair que faire boire un âne qui n'a pas soif, là n'est peut-être pas le bon terme, mais l'expression, disons, le principe de dire la personne qui n'a pas envie de changer, on ne pouvait pas la faire changer d'avis. Même chose, 16 mars évidemment, problème principal, ils ne peuvent plus faire de séance, ils ne peuvent plus se rencontrer. Ils ont des dossiers ultra sensibles qui doivent pouvoir s'échanger. Quelle plateforme? Vous savez que les communes n'ont pas le droit d'utiliser des solutions cloud.
Donc tout ce qui est OneDrive, Dropbox et autres sont totalement interdits. Souvent les communes elles-mêmes ne le savent pas, mais sont interdits pour des raisons de protection des données. Il y avait quand même une gouvernance à garder, c'est-à-dire de donner quand même des tâches à faire à ses collaborateurs, à définir que la commune doit continuer de tourner malgré ce Covid. Il y avait évidemment quand même des procès-verbaux à tenir de séances, mais on ne savait pas tellement comment les tenir. Et puis, ils se sont rendus compte aussi que leurs classeurs qu'ils ont dans leurs armoires, dans leurs bureaux, ils n'y ont plus accès quand ils ne peuvent plus accéder au bureau. Du coup, ces archives, ça devenait très compliqué à utiliser. Donc tout d'un coup, beaucoup de gens étaient très intéressés par notre produit, des gens qu'on avait contactés par le passé. Et nous, on a fait une offre spéciale pendant le Covid où on a dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre à disposition gratuitement la solution e-séance pendant la période du Covid. On va vous former à distance gratuitement. On va vous mettre les supports de cours gratuitement à disposition. On va vous mettre des ressources au niveau support gratuitement à disposition. Donc c'est la première chose qu'on a fait. Et on a une 70aine de communes qui ont joué le jeu. Et les 70 ont signé chez nous, je dirais, après, quand ils ont pu revenir en présentiel. Donc l'effet de promotion était intéressant, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, nous, on n'a pas traîné, parce que quand même, il fallait qu'on avance un petit peu pendant ce Covid et proposer quelque chose. La première chose qu'on a proposé, c'est de mettre de la visioconférence. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas mon écran. C'est pas grave, mais c'est pas la bonne chose qu'on voit sur l'écran là. Donc on a créé un système de visioconférence et donc on a créé 893 personnes se sont connectées et plus de 140 séances ont été activées durant cette période en ligne. Donc on a mis 5 jours entre le 16 mars et donc on l'a lancé le lundi suivant, donc ça a donné le 23 mars. Le 23 mars, toutes les communes avaient ce système de visioconférence intégré à l'outil avec des données hébergées en Suisse. Rien ne sortait, donc cette notion de sécurité, de cryptage, etc. était restée dedans. Et finalement, ils ont pu continuer de gouverner leur commune malgré qu'ils étaient à distance. C'est la première chose qu'on a mis en place. Puis la deuxième chose qu'on a mis en place, c'était la partie formation, puisqu'en fait, on a fait des supports de cours qu'on a fait de nouveau dans ce studio pour pouvoir finalement former l'ensemble de ces personnes à distance, puisqu'on ne pouvait pas se rendre chez eux durant les mois de mars, avril et mai. Ces supports de cours, on les a lancés, les premiers, c'était le 17 mars, c'était déjà actif, mais on les a terminés, je dirais, fin avril, et ils sont là pour durer. C'est-à-dire qu'on les améliore au fur et à mesure, on produit beaucoup de vidéos maintenant chez nous, c'est vraiment le trend à la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est demandé, on le voit avec les visioconférences aussi, mais la vidéo de manière classique, même pour la formation, c'est vraiment un besoin. Et donc c'est pour ça que nous, on a vraiment cru à cette notion et qu'on investit beaucoup dans cette partie formation digitale. Peut-être la dernière chose que je peux peut-être dire, c'est qu'en fait, c'est la dernière conséquence de ce Covid pour nous, c'est que ce studio, on se trouve aujourd'hui, était au départ fait uniquement pour faire un peu de formation complémentaire pour notre produit Séance, et on s'est rendu compte que plein de PME nous ont dit c'est génial ce que vous faites, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de vous louer ce studio parce qu'on ne peut plus vendre, on ne peut plus former nos clients, on ne peut plus présenter de produits, on ne peut plus faire de SAV. Il nous faut quelque chose et finalement un ordinateur avec un micro, c'est pas suffisamment professionnel quand on veut montrer une certaine qualité. Et donc là, on est en train de refaire la version 2 des studios. On est dans une première partie, la deuxième partie sera prochainement disponible. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on a vraiment croché, c'est cette notion de production vidéo et cette mise à la disposition très prochainement de ces studios de l'ensemble des entreprises qui en feraient la demande. Je fais un petit coup de pub là sur le coup. Par contre, j'ai quand même juste envie de vous dire encore pour terminer, peut-être quand même quelque chose d'intéressant, c'est peut-être quelques ratés. Parce qu'il y en a aussi, on aime souvent mettre en avant ce qui a marché, puis souvent on oublie de dire un peu ce qui n'a pas marché. Et je dois dire qu'il y a quand même des clients pour qui ça n'a pas marché, soit parce c'est des clients qui étaient dans le B2B, et quand vous avez par exemple des clients qui sont dans l'hôtellerie ou qui sont des restaurateurs ou je ne sais quoi et qui ne peuvent pas travailler, vous ne vendez rien même si vous faites du en ligne. Et passer d'un client B2B à du B2C, c'est relativement complexe. Ça prend du temps, c'est des processus qui ont un certain coût également. Il y a une notion de stock, parce que les gens, comme ils étaient en mode Covid, ils avaient beaucoup de temps à disposition, ils étaient à la maison et ils comparaient tout. Et ils comparaient le prix, les stocks, donc la disponibilité sur plein de sites. Et je pense qu'il y a eu un effet très intéressant pour de l'achat au niveau régional, pour les choses où les gens allaient chercher. Par contre, pour toute la partie, je dirais, plus produits de type électronique et autres, là, on a vu que c'était vraiment finalement celui qui était le meilleur marché, qui avait
plus grande logistique à disposition. Il n'y a qu'à voir Digitech qui ont engagé, je crois, 250 ou 300 personnes pendant cette période du Covid pour livrer. Hein. Il y avait un bandeau dans leur site web qui disait on s'excuse, on a une semaine de moyenne de délai de livraison. Donc c'est clair que quand vous devez jouer contre eux, si vous êtes dans le même domaine, c'est très compliqué d'arriver. Et je pense que finalement, il faut aller être dans un marché de niche. Vous êtes sur une niche avec un stock et un prix qui joue bien, ça marche. Du moment que vous n'êtes pas là-dedans, c'est relativement complexe. Et puis la dernière chose, c'est que finalement, si vous avez lancé un shop, je ne sais pas, début avril ou début mai, il faut savoir qu'il faut quand même quelques mois pour que les gens commencent à connaître votre produit, votre shop, même son adresse, même Google ne le connaît pas au départ. Donc pour avoir du trafic, ça prend un certain temps, ça a un certain coût. Et beaucoup de gens n'avaient pas ce temps à disposition. Et donc on a eu certains clients qui ont quand même fait des machines arrière en disant écoutez, on a fait l'essai. C'était pas bon, c'était pas très positif pour nous. Le marché il n'est pas là pour nous et ils sont revenus en arrière. Donc là, on en a aussi également eu quelques-uns. Et puis, ma dernière slide, finalement, c'est qu'est-ce qui va rester de cet après-Covid. Hein. Finalement, c'est que l'intérêt pour le digital, il était hyper important pour l'ensemble du marché. Avant, on avait quelques branches d'activité, hein, si on voit les assurances, les banques, etc., qui investissent déjà de manière massive dans la digitalisation de leurs entreprises, de leurs processus, de leurs produits. Il y a tout le domaine, par exemple, du domaine secondaire ou même primaire, hein, n'y était pas vraiment tellement touchés, pas tellement impactés, ils n'étaient pas tellement intéressés même. Et ça a fortement changé. Et puis, la deuxième chose qu'on voit par rapport à ça, c'est qu'ils ont pris des produits, souvent proposés par des collaborateurs, et ces produits sont là pour durer. C'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément le meilleur qu'ils ont pris, mais vu que tout le monde s'y est habitué, on n'a plus envie de changer. Il va y avoir quand même quelques adaptations parce qu'il y a des choses qui sont peut-être au niveau de la légalité, par rapport au stockage des données, par rapport à différentes choses, vont faire que des sociétés vont passer d'un produit à un autre, mais ils ne vont pas revenir en arrière, en tout cas sur l'utilisation de ces produits digitaux, parce qu'ils en ont vu vraiment de l'intérêt, la visioconférence en étant le meilleur représentant. On voit quand même que les entreprises repensent leur entreprise de manière très, très profonde, hein, avec l'ensemble des processus qui doivent être totalement revus. Le processus de dire je vais dans le classeur chercher l'information ou je remplis une fiche de, je sais pas, de vacances ou autre sur un papier, ça devient compliqué à gérer, donc ils le font maintenant de manière complètement digitale. Et puis finalement, la dernière chose qu'on a vue, c'est que finalement, il y a une partage de connaissances, parce que quand on a un collaborateur qui est à côté de nous dans le bureau, je peux lui demander une question quand j'ai un besoin, quand il est à distance, que je dois refaire une conférence avec lui, je ne sais pas s'il est disponible, je ne sais pas si je l'ennuie. Par rapport à ça, ça me pose souvent quelques soucis. Donc, je dois apprendre à faire une espèce d'économie du partage, de la partage de connaissances et de beaucoup plus documenter, de beaucoup plus partager l'information entre collègues dans une entreprise. Et ça, c'est également quelque chose qui va rester, à mon avis, dans le temps. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous donner comme information cet après-midi par rapport à notre expérience Covid, qui est évidemment de notre côté à nous, puisqu'on est du digital, plutôt digital, mais le digital revient également sur du offline, et ça c'est une chose importante.